Bon, on va essayer de ne pas perdre de temps. En fait, la ville m'a demandé de vous représenter ce que j'ai présenté dans un colloque au Brésil, il y a peu de temps, le 16 et 18 mai, qui était un colloque sur la propriété intellectuelle, où il y avait, et ça c'est le miracle du Brésil, 200 participants qui représentaient des formations en troisième cycle sur une quarantaine d'universités. Et il se trouve que j'ai été invité comme conférencier d'honneur. Donc je veux dire en même temps, voilà. Donc j'ai mis David comme co-auteur parce que dit qu'on parle brevet de David. Et j'ai marqué au coin à gauche l'Université fédérale du Mato Grosso do Sul parce que j'y suis professeur visitant. Et vous m'excuserez, demain je ne serai pas avec vous parce que c'est le moment de mon envol estival pour aller dans l'hiver, parce que là-bas c'est l'hiver. Voilà, alors je crois que je vous connais tous et vous me connaissez, je pense, tous. Je vais refaire un peu d'histoire parce que j'en ai besoin pour recontextualiser ce dont David est en train de parler. Sous la direction de Henri Doux, on avait mis en place du développement académique gratuit, pas à l'époque open source, mais gratuit pour l'enseignement, en se spécialisant sur des notions de bibliométrie. Mais on faisait déjà de la technométrie avec du brevet, on faisait le truc général. Et je cite les 3 thèses qui sont faites en emboîtement dans ce domaine-là, la thèse d'Albert Latella, la mienne, et celle de Hervé Rostin. Le fait de faire ce travail-là nous a permis de développer un certain nombre de thésards qui ont appliqué de la bibliométrie et la technométrie dans des champs d'application industrielle. Charluot, IBM, c'était sur plutôt des algorithmes. L'Oréal, c'était le portefeuille brevet de L'Oréal. Dumas au setting, c'était pour innover, pour arriver à inventer. Baldi, CEA, c'était sur de l'algorithmique. Et on voit apparaître Raimundo dos Santos, qui a été le premier Brésilien qui a rejoint le laboratoire. À la suite de cela, Henri Doux, et j'ai participé, on a monté un cours de spécialisation au Brésil, de 1996 à 2000, qui a eu lieu dans 5 États du Brésil, avec des universitaires, et qui a débouché sur des thèses brésiliennes défendues en France, dans des institutions pareilles, je veux dire un peu d'importance au Brésil. Voilà, et quand on a fait cela, il y a également eu des gens qui ont utilisé cela, cette connaissance, pour le mener dans le secteur industriel. Tel que Bruno Menina, qui vend actuellement encore Matteo Patent et qui a une solution Matteo Analyseur qui est en fait pratiquement ce qu'on avait fait à l'époque. Jean-Michel Careil, qui a fait Intellixir, qui est vendu par l'entreprise Questel et qui a été embauché maintenant par Questel. Et Alan Porter, qui, regardant ce qu'on a fait au Brésil, a plagié bestialement en faisant une solution américaine, Vantage Point, qui le vend très mal en France, mais qui vend très très bien au Brésil. Mais j'aime bien dire qu'il a plagié. Voilà. Parce que c'est la vérité. Et là, ben moi j'ai arrêté d'enseigner cela ou de regarder cela dans les années 2000. Pour plusieurs raisons, dont à mon avis la plus importante, qui est je ne me considère pas comme un représentant de commerce. Et donc à partir du moment où je n'avais que des solutions payantes, je trouvais déplorable de me mettre à enseigner ce genre de choses. Voilà, alors donc j'ai fini l'histoire et on va commencer le brevet. Excuse-moi Manuel, mais je vais te raconter des fadaises, mais j'aime bien revenir sur les fondamentaux du brevet et je vais vous citer l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Désolé, c'est en anglais, mais j'ai copié, je n'ai pas traduit. Et l'Office mondial de la propriété intellectuelle dit du brevet des quelques points qui sont très importants. C'est l'obligation de publier l'invention pour éviter de réinventer la roue. Donc, autrement dit, le brevet est une obligation de présenter et de publier une invention pour éviter aux autres de réinventer toujours la même chose. Moi, j'aime bien. Deuxième chose que dit
l'OMPI, c'est qu'en fait, la connaissance appartient à tous, et que donc, si on ne protège pas la connaissance, le gars qui invente ne va pas avoir d'intérêt à inventer. Et donc, il crée une espèce de protection comme cela pour éviter de la copie massive sans reconnaissance. Mais je dirais, dans l'académie, nous l'avons, puisque des fois, les gens ont du mal à citer. Donc, je veux dire, c'est un phénomène qui est assez connu, qui vaut dans l'innovation, et c'est pour ça que l'OMPI dit on fait le brevet. Voilà. Et ce qu'il y a important aussi, c'est que le fait qu'ils disent qu'il y a des protections, eh bien, force les autres à inventer autour. Donc, autrement dit, c'est un moteur d'invention, puisque je publie pour éviter de réinventer la même chose, je protège pour empêcher de copier, et donc c'est une incitation à inventer autour. Voilà. Et donc, quelques points clés du brevet qui font que j'aime beaucoup le brevet. Une invention doit avoir un élément de nouveauté. Donc, dans le brevet, théoriquement, je dois y retrouver une nouveauté. L'invention doit avoir un côté inventif non évident. Donc, là aussi, je veux dire, le brevet a cette caractéristique de non évident. Et l'invention doit avoir une application industrielle. Donc dans le brevet, je dois trouver de la nouveauté, une application industrielle, ou au moins sociétale. Et, je veux dire, elle ne doit pas être évidente. Voilà. Et dernier point qui est très important, l'invention doit être décrite de telle façon qu'on puisse la reproduire. Autrement dit, en traduisant bêtement, le brevet n'est rien d'autre qu'une recette de cuisine pour appliquer une invention d'un autre. Voilà. Vous prenez 3 cuillères de farine, 2 cuillères de sucre, un œuf, vous obtenez un gâteau. Voilà. Et donc, ça fait que le brevet, quelque part, philosophiquement, ne dérange pas. Aujourd'hui, 110 millions de brevets dans une seule base de données, celle de l'Office européen des brevets, qui est librement accessible, qui concentre 90 organismes de dépôt de brevets, donc grosso modo c'est le monde entier, et qui est en plus accessible par programmation, puisqu'il libère la possibilité d'interroger cela par programme. Voilà. Alors ça, à mon avis, c'est le plus important. Parce que dès qu'on parle brevet, on dit « Ah ouais, mais c'est protégé. Protégé. » Donc, regardons les données de l'Office mondial de la propriété industrielle sur les brevets qui sont protégés. Donc, autrement dit, qui sont en vigueur, in force, en vigueur. Et donc, le premier graphique vous montre le nombre de brevets en vigueur en fonction des années et en fonction des pays. Et donc, en 2016, grosso modo, 9 millions de brevets en vigueur. 100 millions, 9 millions, 10%. Regardez, avec des pays différents. Oh, blague! Il est en vigueur? Oui. Dans son pays. Et dans les autres pays? Ah, c'est libre. Yopala! Donc, en fait, sur 100 millions de brevets, les brevets en vigueur sont le iota de la quantité d'inventions disponibles. Donc, travaillons avec 110 millions moins des iota pour arriver à innover, inventer et faire des choses. Voilà. Et là, le deuxième graphe, c'est une question de l'âge moyen des brevets. Parce que quand j'avais essayé de déposer un projet sur les brevets il y a 15 ans, 20 ans, l'INPI m'avait répondu « C'est stupide, parce que les brevets domaine public ont plus de 20 ans, c'est les vieilles technologies. » Non, non. Parce que le brevet ne vaut, est en vigueur, que quand on paye des annuités. Et l'inventeur arrête en 1 an, 2 ans, 3 ans de payer l'annuité, et donc, le brevet devient de la connaissance. Et en montrant cela, voilà, un brevet chinois, ça vaut 7 ans, en moyenne. Donc, si je récupère la technologie chinoise, j'ai, en plus vieux, du 7 ans, 8 ans. Mais finalement, pas si vieux que ça, suivant ce qu'on est en train de regarder. Et donc, je vais conclure sur ce que je disais. En vigueur, oui,
mais dans leur pays respectif. Et ça, c'est le point clé. Et si je m'adresse au Brésil, puisque je travaille beaucoup avec des Brésiliens, eh bien, au Brésil, les brevets en vigueur, c'est epsilon. Donc, ça veut dire qu'on peut aller voir en leur disant, ben, écoutez, utilisons les brevets du monde entier pour développer, pour penser, pour faire. Et c'est ce qui est en train de prendre feu au Brésil. Feu, parce qu'ils sont en train de monter 60 formations au 3e cycle qui enseignent comment se servir du brevet pour arriver à inventer. Alors attention, hein, n'allez pas croire que c'est une merveille. Hein. Ils le font un peu en boitant, un peu vivant la cachasse, hein, à la plage. Mais je trouve ça intéressant. Et donc, et les autres, ben, les autres, ils sont copyleft. Ils sont copyleft, ça veut dire que c'est de la connaissance disponible au public et utilisable à volonté par une infinité de personnes. Et donc, la connaissance étant un bien commun, eh ben, les brevets non protégés, non en vigueur, sont un bien commun, puisqu'ils sont strictement de la connaissance. Et donc, eh ben, voilà, je dis, c'est le premier pas pour l'utiliser en créativité, et ce que tu montreras, Manuel, en innovation frugale. Je réalisais de nombreux cas. J'ai une question. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Si quelqu'un décide, par exemple, de stopper, par exemple, le financement de Son brevet. Et pendant un certain temps, il décide de le reprendre. Ah, fini. Tu peux pas. Non. C'est tu commences à payer quand tu déposes, tu payes. Et si tu arrêtes de payer, de toute façon, c'est fini. C'est fini. Okay. Alors ils te relancent, hein, parce qu'ils ont intérêt à ce que tu payes. Oui, bien sûr. Donc quand tu dis j'arrête de payer, vous êtes vraiment sûr? Tu veux vraiment? Puisqu'en fait, tous les offices de brevet s'enrichissent et au dépôt et à l'annuité. Oui, bien sûr. Donc eux, c'est pas leur intérêt. Par contre, je vais rebalancer de l'autre côté. Si je me dis, ouah, putain, je suis un inventeur, je veux un brevet mondial. Donc ça, c'est... Combien? Je sais pas. Une idée? Oui, non, mais ça doit être monstrueux, quoi. Ah ben, je vais te le dire, hein, parce que c'est des questions qui viennent régulièrement, donc je peux te dire, j'ai travaillé, hein, l'annuité sur tous les pays de la planète, 300 000 euros. Annuité. Annuité. Ce qui veut dire que ce n'est possible, si je réfléchis en homme d'affaires maintenant, ce n'est possible que sur un business dont le chiffre d'affaires fait que le 300 000 euros représente moins de 1% du chiffre d'affaires. Parce que si je bouffe le bénéfice en payant le brevet, ça vaut pas la peine. D'accord? Donc il faut que j'ai un business dont le chiffre d'affaires est tel que le 300 000 euros d'annuité est un peanuts. Vous voulez un exemple? Oui, pourquoi pas. Le Viagra. 2 milliards de chiffre d'affaires par an, quand le brevet était en vigueur. On paye 300 000 euros. J'ai trouvé cet exemple, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un de mes étudiants au Brésil. Quand j'ai dit justement 300 000 euros, 1%, etc., il s'est mis en train, il m'a dit, voilà, le Viagra, c'est tant de chiffre d'affaires par an. Je lui ai dit, bon, ben voilà. Ouais. Pfizer peut se permettre de payer l'annuité. J'ai une question naïve. Mais je t'en prie. Du coup, ceux qui déposent un brevet, qui payent, mettons, pour une année et qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas de sous, enfin voilà, quel intérêt il y a à faire ça? Est-ce que leur intérêt, ça ne serait pas plutôt de dire je ne le fais pas parce que finalement je vais dépenser des sous pour une année, c'est peanuts, et je ne le fais pas, et du coup personne ne verra ce que j'ai fait, ne pourra me le piquer. Alors tu as raison, tu as raison. Excuse-moi, je suis passé au-dessus. La controverse sur est-ce que ça vaut la peine de breveter existe. Est-ce qu'il vaut mieux pas maintenir le secret? Mais en même temps, je veux dire, c'est antinomique d'une innovation de le faire. De toute façon, je veux dire, je maintiens le secret, demain je me fais pirater, j'ai plus aucun recours de procédure. Ah oui, et il y en a plein, il y en a plein qui se sont fait avoir avec des Chinois et des Japonais qui faisaient le tour des labos, qui photographiaient et qui, boum,
Il ne faut pas oublier que le Japon a payé pendant des lurettes des vacances aux Japonais qui ramenaient des photos intéressantes. Mais si tu prends un brevet que tu payes pour un an, Attends. donc on peut te prendre. Je te répondais au secret. Ouais. Continuons. Et j'aime bien me provoquer. Bonjour Michel, bienvenue. Quand on est en retard, en général, Michel, on sait se faire discret. Pourquoi un médecin ne te guérit jamais? Parce qu'il sait pas. Non. Parce qu'il s'enrichit quand tu es malade. Donc il n'a aucun intérêt à arrêter la rente de ta maladie. Chine, tu payes le médecin quand tu es en bonne santé. Quand Oui, tu es malade, tu ne le payes pas. C'est vrai, je confirme. Donc, je n'ai pas dit que c'était mieux ou que c'était moins bien. Je suis en train de dire que c'est des modèles. D'accord? Le brevet, les offices de brevet s'enrichissent quand tu déposes et tu payes l'annuité. Donc, l'enseignement du brevet en France et dans le monde, fait par les offices du brevet, c'est déposer le brevet, déposer le brevet, déposer le brevet. Donc, les agences d'innovation des pays, la France, le Brésil, déposer du brevet, déposer du brevet, déposer du brevet. Les cellules de valorisation, déposer du brevet, déposer du brevet, déposer du brevet. Sans réfléchir à une stratégie ou un pourquoi ou un comment. Donc, je veux dire, on dépose du brevet. Puis après, on dit, putain, ça coûte cher. Parce que l'université, le brevet, l'annuité, elle n'est pas chère. Plus elle monte dans le temps, plus elle est chère. Donc l'université, quand elle doit payer de façon récurrente depuis 20 ans, pour un brevet d'un chercheur, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et pouf, on arrête de payer. Mais je redis, le médecin ne veut pas te soigner, te guérir, parce que... Donc l'office de brevet, troisième phénomène. Là, tu innoves, ou tu inventes. Ce qui est le plus difficile, c'est pas l'invention, c'est pas le prototype. C'est la levée de fonds pour mener en industrialisation et la multiplication. Donc, pour ça, tu as besoin de financeurs. Business Angel, les fonds... Et ces gens-là, des fois, sont un peu limités. Quelle garantie tu me donnes que ton invention est bonne? Oh, tu n'as pas de brevet? Oh non! Donc, tu as tous les incubateurs de toute la France qui disent à tous les mecs, déposez du brevet, sinon vous n'aurez pas de financement de la BPI. Hein? Déposez du brevet parce que sinon, pas de brevet du conseil régional, pas de projet du conseil régional. Donc, je veux dire, il y a une course à déposer pour déposer. Mais cette course, elle est mondiale. Donc, ça veut dire que si, en France, je me sers de la même course sur 1,5 milliard de Chinois pour développer la France, dans l'ensemble du bruit inutile, il y aura bien quelque chose qui peut servir. C'est ça que j'essaye de dire. Au lieu de déposer du brevet, on ferait mieux de se servir des brevets du monde entier pour regarder ce qu'on peut en faire en France pour développer un peu la France. Non pas que la France soit sous-développée, hein, non. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça y est, j'ai répondu à ta question. Alors, encore une fois, je suis polémique, mais je suis prêt à lancer le débat. Oui, j'en prie. Quand un brevet est tombé dans le domaine public et qui devient donc copyleft, est-ce que quelqu'un qui s'en servirait pour recombiner avec autre chose et faire une nouvelle invention serait obligé de citer ce premier brevet ou pas du tout? Pas plus qu'un auteur n'est obligé de citer le livre du copain dont il a copié un paragraphe. Pas plus. Par contre, c'est plagiat. Attends. Non, parce que toi tu dis, je vais inventer autour. Moi je viens de te dire, c'est une recette de cuisine, tu fais et tu vends. Moi c'est ça que je te dis même pas bidouille autour. Moi je te dis, applique la recette. Si tu veux, je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple. Dans mes affres brésiliennes, j'ai travaillé avec des universités qui sont destinées aux très pauvres. Des universités privées. Parce qu'au Brésil, les pauvres payent. Les riches vont dans les facs publiques. Et donc, non. Mais c'est la vérité. Oui, mais les États-Unis, c'est
Et donc, dans cette fac privée, il est enseigné, à cause de moi, mais dont je vous en parlerai dans pas longtemps, le brevet pour les légales, dans un master en santé publique. Eh bien, ils ont pris un brevet, récupéré les glaires, les cathars, des tuberculeux. Comment faire le moule, pour récupérer, pour éviter que les cathars se retrouvent à polluer avec la tuberculose, l'équipe soignante, le machin, le truc. Et ils ont mis en place le brevet, ça leur coûte 5 centimes d'euros le récupérateur de cathare. Ils n'ont rien transformé, ils ont pris la recette du gâteau et ils ont fait le moule imbécile et voilà, maintenant, le récupérateur de cathare de tuberculeux se retrouve dans les hôpitaux publics brésiliens. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me fait pas rougir de honte. D'accord? Et qu'il ne cite pas le brevet, le cadmet ne soucie. Mais comme le monsieur qui a mis ça en place a fait un master et qu'il a cité abondamment le brevet dans son master, je vais dire, justice a été rendue intellectuellement. Donc, quelque part, voilà, ça a été dit, c'est grâce à ce brevet que... Et puis, voilà, il continue. J'ai répondu à toutes les questions? Alors, on continue. Et donc, je vais revenir à l'innovation. J'aime bien l'innovation. En essayant de vous faire le lien entre l'innovation, la conception innovante dont a parlé David avec TRIZ et la découverte de connaissances dans les bases de données. Donc l'innovation, c'est le croisement entre ce qui est désirable pour les utilisateurs, ce qui est possible technologiquement et ce qui est viable sur le marché. L'innovation, c'est le croisement de ces trois. Ce qui n'est pas l'invention. L'invention, mais l'innovation, il faut que ce soit valable sur le marché, possible technologiquement, et que les utilisateurs le veulent. Ce qui complique un peu la sauce. Voilà, et en prenant un tableau que j'aime beaucoup, qui vient tout bêtement de Wikipédia, hein, il vous gradue le type d'innovation que vous faites en fonction de la quantité d'informations. C'est pour ça que j'aime bien. Donc là-haut, c'est la solution apparente que je prends d'un chercheur. Voilà. Tel que trouver une isolation thermique d'un objet. Voilà. Si je veux descendre, je vais faire une amélioration mineure, puis après amélioration majeure, etc. Et on arrive à la découverte. Quand on veut aller vers la découverte, la quantité d'informations dont on a besoin, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e colonne, 10, 100 000, 100 000, 1 million. Plus on va vers la découverte, plus il faut mobiliser une grande quantité d'informations. Si on prend celle du cerveau humain, ben, on n'a pas d'invention, on n'a pas d'innovation. Quand on veut arriver à 1 million d'informations à traiter, eh ben, il faut des sacrées méthodes. Les sacrées méthodes, je dis, la découverte de connaissances dans une base de données. Je me réfère, et je vous la signalerai après, la thèse de Galderma, que j'avais fait défendre par Jean-Dominique Perret chez Galderma, où il avait déposé 6 brevets sur un nouveau médicament à partir de découvertes de connaissances dans les bases de données. Mais c'est carrément de l'exploration, découverte de connaissances. Voilà. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle chez nous les signaux faibles. Et puis il y a ici ce que j'appelle la conception innovante, qui est la méthodologie TRIZ, sur laquelle on commence à tripoter. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est que pour tout ça, il faut penser en dehors de la boîte. Donc il faut un outil pour collecter beaucoup d'informations, pour pouvoir essayer de penser en dehors de la boîte. Sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Et donc, TRIZ, puisqu'on en parlera, mais je vais essayer de passer vite pour ne pas le refaire. C'est pas grave. Il y a un monsieur Artschuler, que j'aime beaucoup, qui est un Russe. On l'a enfermé dans le goulag pendant 50 ans, avec 400 000 brevets, papier à l'époque. Et Artschuler, il a lu les brevets, et il a attrapé les brevets autrement. Il a isolé 40 000 brevets
Et de ces 40 000 brevets, il a identifié dans le brevet, non pas ce qu'il inventait, mais comment il a inventé. Ça, c'est intéressant. Altschuler s'est intéressé aux méthodes d'invention dans le brevet. Et donc, quand il est sorti de prison, eh ben, il a été d'abord en Azerbaïdjan, et puis après, il a été appelé à Boston, et il a développé une méthode pour apprendre à innover, apprendre à inventer. Cette méthode s'appelle la méthode de TRIZ, qui est l'acronyme russe qui veut dire théorie de résolution de problèmes inventifs. Et voilà, la méthode TRIZ a été utilisée avec succès dans pratiquement toutes les grandes industries au monde. Toutes. Donc encore une fois, là j'ai repris du Wikipédia. Alors on vous dit c'est très dur de trouver parce que les entreprises ne se vantent pas de l'utilisation de TRIZ. Mais il y a des cas connus. Samsung est un cas connu, Rolls-Royce, BAE, General Electric. Après vous avez Rolls-Royce, Ford, Daimler, Chrysler, Johnson Johnson, Xerox. Ils ont tous utilisé TRIZ. Et quand je regarde TRIZ, moi je dis c'est de la merde. Parce que Altschuler, il a élargi la boîte, mais il est toujours dans une boîte de 40 000 brevets. Or moi je vous ai dit, pour faire de la découverte, il faut aller out of the box, en dehors de la boîte. Et donc, à partir du moment où on ne travaille qu'avec 40 000 brevets, ben excusez-moi, on a élargi la boîte, mais pas boîte. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, avec ce que je viens de vous dire, voilà, nous avons la blague de 110 millions de brevets disponibles. Donc au lieu de faire le travail manuel à Altschuler sur 40 000 brevets, eh ben, on a 110 millions de brevets à notre disposition. Ils ont trouvé des années de prison, ça. C'est impensable. 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 C'était la thèse de Pascal Faucompré que j'avais fait travailler sur la mise en correspondance des articles scientifiques avec les brevets. Et Pascal était documentaliste et je lui avais demandé d'évaluer combien d'hommes il fallait pour faire l'équivalent de son programme qui à l'époque avait tourné 1 mois. Et il avait calculé comme documentaliste qu'il lui fallait 1000 ans hommes, à savoir 1 an 1000 hommes. 1000 hommes, une année, ou 1 an 1000 ans, 1000 ans hommes, pour 1 mois de programme. C'était ça il y a 20 ans, 30 ans. Donc aujourd'hui, je me dis qu'avec 110 millions de brevets, on peut faire mieux que Altschuler. Par contre, les industriels restent sur la méthode de TRIZ. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont trouvé un cas de vague, ils ont trouvé un cas de vague, ou plus du cas de vague. Voilà. Et donc, je suis ravi que David s'y mette avec NESA, à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver dans les brevets ceux qui ne sont pas TRIZ. Parce que s'ils ne sont pas TRIZ, ben, ça veut dire qu'éventuellement, on peut y trouver autre chose. Voilà. Et donc, ça, c'est un transparent de ma thèse. Mais on va le repasser vite quand même. Déjà, ma thèse, je disais, quand on fait une requête documentaire avec beaucoup de mots-clés, on trouve des thèmes très précis, 3 documents, 4 documents, mais qui n'ont aucun sens. Parce que je flatte mon ego. Qui est le meilleur Luconian. Oh, putain. Mais j'arrive pas à voir ce que fait le monde. Donc, je veux dire, beaucoup de mots qui filtrent énormément l'information n'est pas bon. Je défends faire une recherche, ce que moi j'appelle à la louche, en prenant plein de documents, pour développer derrière des filtres automatiques et systématiques qui permettent de découvrir des informations auxquelles on ne s'attendait pas. Le drame de l'ordinateur, c'est qu'il est bête. Il ne répond toujours que ce qu'on lui demande. Manque de peau, ce que je veux ici, c'est qu'il me réponde ce que je ne demande pas, pour essayer de trouver. Et ça, c'est pas évident du tout. Voilà, vieux transparent. Voilà, et donc on reprend l'histoire et on se ramène à David. David est venu me voir un jour en me disant « Je voudrais que tu t'occupes de m'accompagner dans l'expérience d'une HDR. » J'ai commencé par lui dire non, bien entendu. N'est-ce pas, David? Mais David s'est mêlé du master dont je m'occupais à l'époque. Et pour faire que Jessica Desmatras
développe un premier prototype de collecte et analyse automatique des brevets. Donc Jessica en a défendu un master et David, dans la foulée, hein, il a fait son HDR, travail brillant. Comme j'étais en même temps professeur visitant à la Uninove, qui est une petite université pour les pauvres privés au Brésil, 150 000 étudiants. Il se trouve que j'en ai profité pour enseigner Patent2Net dans la Uninove. Et donc, j'ai provoqué tout de suite, rapidement, le fait qu'un certain nombre de Brésiliens s'accaparent cette chose et le continuent. Donc, Marcos Mazzieri a travaillé sur l'innovation frugale dans sa thèse. André, j'en reparlerai, mais André parcourt le Brésil entier pour enseigner Patent2Net de tous les côtés. De tous les côtés. C'est un horrible représentant commercial. Celso, je dirais, et Renato est, à mon avis, un bon artisan, puisqu'il est un très grand producteur d'articles et très grand orientant de doctorants et de maestrado. Et donc, c'est pour ça que j'ai marqué derrière « et les petits-enfants », puisque, en fait, j'ai formé des professeurs qui vont former les futures générations. En 2018, il y a une équipe allemande qui a repéré Patent2Net et qui a joint le projet. Et donc, ça veut dire que, là, David, c'est toi qui devrais dire, hein, mais voilà, on est en train de sortir la prochaine version qui inclut ce qu'ont fait les Allemands. Et donc, grosso modo, c'est un logiciel bien commun, puisque open source, pour analyser de l'information bien commun qui est le brevet. Waouh! Et là, je me sens mieux. Je peux prendre ma retraite. Par rapport à ce que je vous disais au début, vous, plutôt que de foutre du logiciel payant sur le marché qui servent à 3, là, on peut multiplier les effets de masse. Aujourd'hui, le Patent2Net représente une communauté de au moins 200 utilisateurs. Il est enseigné en Algérie, au Brésil, en France, en Allemagne avec Paxilla, en Nouvelle-Zélande, en Suisse-Irlande, en Suisse, Suisse-Irlande. Et tout ça pour PME, PMI, consultants, ce qu'on veut. Voilà. David, sous ton contrôle. Sous ton contrôle. Puisque c'est toi maintenant qui... Mais, voilà, il y en a open source, donc on est gratuit. On est scalable, donc ça veut dire qu'on peut le prendre pour petite analyse, mais comme l'Office européen des brevets donne un abonnement payant, etc., à mon avis, Patent2Net devrait supporter une vision plus pro ou commerciale. Pardon? On n'a pas testé, mais ça devrait. Voilà, nous avons décidé de travailler en anglais parce que c'est la langue la plus universelle pour éviter de faire 50 versions. On est actuellement indépendant de la plateforme, on marche sur Windows, Mac, Linux. Et je veux dire, tout est monté en 2.0. Donc ça veut dire que tout le monde peut collaborer. Vous rentrez demain, vous collaborez. Sur la doc, sur le logiciel, sur l'utilisation, voilà. On est en 2.0 et je peux même vous dire, on est même installé sous forme qu'il n'y a personne qui contrôle personne. Ce qui me fait un peu des fois paniquer pour stabiliser des versions. Voilà. Et puis, on a les résultats qui sont sous forme HTML, sans browser, juste avec un browser, sans serveur, pour faciliter une prise en main rapide. Et puis, il y a une version, je dirais, un peu expert mode, qui est utilisée des logiciels qui sont connus maintenant pour faire un certain nombre de choses. Et je citerai Iramutech, je citerai Carotte 2 des Polonais, je citerai Freeplane pour faire du mind map, je citerai Pivotable de Kruchten pour faire des tricroisés généralisés, et je citerai Datatable de MIT pour représenter les tableaux de données. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a Zotero, parce que j'insiste sur le fait... Il n'y a pas Gabriel. Pardon? Il n'y a pas Gabriel. Pourquoi? Il est contre... Non, il adore. C'est celui qui va en Zotero. Oui, je veux dire, le pourquoi Zotero, je peux vous le dire, enfin, ça ne vient pas de Gabriel, ça vient de moi. Il y a un travail que j'avais accompagné d'une maestrande en documentation,
qui s'est embêté à regarder 300 thèses d'ingénieurs américains, plus 300 thèses d'ingénieurs brésiliens, pas un brevet cité. L'Académie ne sait pas citer le brevet. Elle ne sait pas. Mais je pense plus par ignorance que par malveillance. Un peu par hostilité quand même. Un peu par hostilité. Mais donc, je défends le truc, l'activisme de dire il faut inciter les sciences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, puisqu'en sciences humaines et sociales, il y a des brevets, à citer du brevet. Et si on arrivait à forcer nos étudiants de citer au moins un brevet, de brevet, ben, on arriverait à changer les choses. Ce qui veut dire que j'ai toujours râlé pour qu'on ait une sortie Zotero pour favoriser une intégration automatique d'une bibliographie brevet dans n'importe quel travail académique. Voilà, je crois qu'avec ça, voilà, c'était les logiciels. J'ai rien oublié. Si, David, pour son HDR, a mis au point un clustering des brevets, très très intéressant, puisque au lieu de travailler sur un champ unique, il a fabriqué une fusion de l'ensemble des champs de contenu du brevet pour arriver à me proposer une clusterisation un peu plus globale. Pardon ? Quasi multi-étiquette. Mais de façon transparente, ce qui veut dire que, voilà, on clusterise mieux le brevet. On a des ennuis sur les images, il y a énormément de travail à faire sur les images, puisque je défends l'idée que tout n'est pas dit dans le texte et qu'une image, des fois, remplace de nombreuses paroles. Donc on collecte les images, et là on a des bugs, mais il y aurait tout un travail à faire sur regrouper les images par similance de thèmes, pour pouvoir dire les images d'algorithmes, les images d'organigrammes, les images d'objets, pour arriver et aider l'exploration des brevets par les images. Voilà, je crois que c'est à peu près... Voilà, après c'était montré, mais ça tu le feras, je crois. Donc j'ai rempli mon... Donc j'ai rempli ce que tu attendais de moi. Absolument. J'ai pas pris trop de temps. Non, je crois qu'on est pile poil dans les temps. Et si vous avez encore des questions, je vous en prie. Manuel, j'ai pas trop de conneries sur le brevet? Oh non. Il y a plein de choses pour lesquelles tu m'as introduit, c'est très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que je t'ai introduit? Mon Dieu, le Dieu du ciel. La frugalité, tout le reste. Ouais, tout à fait. Très bien. Bravo. Non, je sais pas. Voilà. Eh bien, je rends la parole.